Au tournant du 20e siècle, l'Empire britannique est le plus puissant et le plus vaste empire du monde. On me dit même que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. On le verra sur une carte un petit peu plus tard. Donc, dans cet empire, il y a environ 400 millions de personnes. C'est 20% de la population mondiale répartie sur tous les continents. Le Royaume-Uni se procure des matières premières nécessaires à son industrie dans les colonies. Puis dans ces colonies-là, on vend les produits manufacturés britanniques dans les dominions et les colonies. Les Britanniques continuent de s'installer et investir dans les colonies. On va même diffuser dans les colonies la culture britannique et les institutions britanniques. Pourquoi, à cette époque, les Européens sont convaincus d'appartenir à une civilisation supérieure et considèrent l'impérialisme comme un bienfait pour les peuples colonisés? L'impérialisme, c'est les peuples colonisés ici qui obtiennent tranquillement leur indépendance relative, comme le Canada, l'Australie. Terre-Neuve qui ne fait pas partie encore du Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on va en reparler dans quelques instants. Alors, l'impérialisme, c'est une politique d'un État qui vise à imposer sa domination sur d'autres États. Voici donc la carte de cet empire britannique, donc le Royaume-Uni ici, le Canada, des colonies dans les Caraïbes, en Afrique du Sud, en Inde et aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. La production industrielle mondiale de la Grande-Bretagne, elle est très, très grande, quoiqu'elle diminue, ce qui inquiète un peu les Britanniques parce que l'Allemagne et les États-Unis augmentent leur production. On en reparlera. Alors, en 1897, c'est le 60e anniversaire du règne de la reine Victoria. Monsieur Wilfrid, le premier ministre, va y participer. Et à cette rencontre, on va organiser ce qu'on appelle une grande conférence, la conférence coloniale de 1897, où l'objectif, c'est de raffermir les liens entre la métropole et ses possessions, intensifier les échanges commerciaux, assurer un soutien militaire. Donc, lors de cette conférence, on parle de la création d'un conseil impérial qui serait constitué de représentants du Royaume-Uni, des colonies et du Dominion du Canada. Et le Canada va s'opposer à ce conseil impérial parce qu'on veut plutôt faire la promotion de la politique autonomiste. On cherche à libérer le Canada du contrôle du Royaume-Uni alors que là, il en ferait partie de ce conseil impérial. C'est dans ce contexte que se produit une guerre, la guerre des Boers en Afrique du Sud, donc ADS et Afrique du Sud. Au 19e siècle, elle est occupée par des colons britanniques, donc vous allez voir sur la carte ici en rose, par des Boers, donc ici en jaune, et différents peuples africains. Les Boers, ce sont des colons de descendance hollandaise qui parlent l'afrikaans, qui est un mélange d'hollandais de différents dialectes. Donc, en 1880, il y a déjà une première guerre entre les Britanniques et deux États boers, donc l'État libre d'Orange et du Transvaal. L'enjeu, c'est le contrôle d'un important gisement de diamants et les Boers réussissent à repousser les Britanniques. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'en 1887, il y a des prospecteurs qui découvrent un très gros filon d'or dans le Transvaal. Ça va déclencher une ruée vers l'or massive. Et en 1899, les Britanniques sont décidés à s'emparer de l'Afrique du Sud et disposent des troupes très près des frontières des États boers qu'ils refusent de retirer. Les Boers déclarent la guerre aux Britanniques le 11 octobre 1899. Voici les différentes étapes. Alors, les Boers vont gagner quelques batailles, mais la puissance britannique s'impose peu à peu et elle est appuyée par les troupes coloniales, dont celle du Canada et de l'Australie. J'en reparle à la diapo suivante. Les Boers résistent, mais l'armée impériale britannique brûle des villages, affame les populations, réussit à isoler les combattants boers. On les regroupe dans les premiers camps de concentration à cette époque et finalement, les Britanniques vont gagner en 1902. C'est la victoire des Britanniques. Alors, je vais vous parler du soutien militaire canadien. Donc, le Royaume-Uni réclame l'appui militaire de ses colonies lors de cette guerre-là. L'opinion publique canadienne est divisée sur la question. Donc, il y a tout d'abord la majorité des Canadiens anglais impérialistes qui souhaitent que le Canada envoie des troupes pour supporter les troupes britanniques. Il y a la majorité des Canadiens français et des immigrants non britanniques qui, eux, s'opposent avec vigueur à toute participation aux guerres impériales britanniques. Et au début du 20e siècle, le Canada n'est pas vraiment libre en matière d'affaires étrangères. On peut seulement décider de quelle manière on va venir aider au Royaume-Uni. Donc, est-ce que c'est en envoyant du matériel ou encore des troupes? Et le 13 octobre 1899, le gouvernement de Wilfrid Laurier décide d'équiper et d'envoyer des soldats volontaires. C'est la première fois que des soldats canadiens vont combattre outre-mer. Et ça fera pas le bonheur des Canadiens français. Au total, c'est 7380 Canadiens qui servent en Afrique du Sud, dont 12 infirmières.
Alors justement, ça attise le nationalisme canadien-français, surtout que avec la montée en puissance de l'Allemagne, ben, ça fait craindre une autre guerre, cette fois en Europe. Dans ce contexte, le gouvernement britannique va demander de nouveau le soutien militaire de ses colonies, notamment pour renforcer sa flotte. Et là, bon, cette nouvelle requête de l'Empire divise une fois de plus l'opinion publique, et là, Wilfrid Laurier va décider de concilier les deux positions, parce que tu as les impérialistes qui voudraient qu'on ait une grande, qu'on soutienne l'armée britannique, puis tu as les Canadiens français qui, eux, proche d'Henri Bourassa, qui accuse Laurier de favoriser la majorité canadienne anglaise, alors que plusieurs Canadiens anglais se désolent de constater que Laurier n'appuie pas davantage le gouvernement britannique, parce que Laurier, ce qu'il va faire, c'est adopter la loi du service naval qui dote le Canada de sa propre marine de guerre et qu'on pourra déployer pour aller aider les Britanniques. Cette idée ne fait pas l'unanimité, je vais le corriger. Aux élections de 1911, Laurier est défait et c'est le Parti conservateur dirigé par Robert Borden qui va prendre le pouvoir. Alors, si on termine sur l'impérialisme et le nationalisme canadien-français, donc ici, on appuie la participation canadienne à la guerre des Boers. On est très fiers des traditions britanniques, notamment de notre drapeau qui a l'Union Jack. Et là, ici, on voit Robert Borden qui vient d'être élu. Nationaliste canadien-français, on s'oppose à la participation canadienne. On veut défendre l'autonomie face à la métropole, notamment Henri Bourassa, c'est lui. Et justement, Henri Bourassa fonde Le Devoir qui fait la promotion du nationalisme canadien-français. Il est le premier ministre du Québec à cette époque.